Bonsoir à tous, bienvenue dans la Grande Librairie. Le grand amour est-il possible? Ah, voilà une question que la littérature nous pose depuis toujours. Les poètes et les romanciers cèdent ce soir la place aux philosophes. Oui, il y a des amours heureuses. À quelles conditions? Eh bien, c'est ce que vous dira ce soir Robert Misrahi. Nous allons parler de la joie, du bonheur, de l'espérance et je vous poserai à tous cette question qui n'a rien de morbide. Bien au contraire, que feriez-vous? Oui, que feriez-vous si vous n'aviez plus qu'une heure à vivre? Voici le sommaire en images de cette émission qui dure, ça tombe bien, une heure. Que feriez-vous si vous n'aviez plus qu'une heure à vivre? C'est la question que pose Roger Poldroy dans son dernier livre. Normalien, agrégé, docteur en philosophie, chercheur au CNRS, mais aussi essayiste et journaliste, Roger Poldroy rend accessible à tous la philo, ce formidable outil, dit-il, de lutte contre la bêtise et la tristesse. Et ça marche! Ses livres sont traduits dans près de 30 langues. Roger Poldroy s'intéresse particulièrement au système de pensée venu d'Orient, au bouddhisme et aux représentations qu'on s'en fait en Occident. Ce passeur, qui a écrit plusieurs ouvrages sur la philosophie appliquée au quotidien, se décrit comme un disciple de Spinoza. Spinoza, justement, est l'un des maîtres à penser du philosophe Robert Misrahi, notre plus grand théoricien du bonheur. Et pour lui aussi, la philosophie doit nous aider à vivre. Et pourtant, comme il le raconte dans La Nacre et le Rocher, ce fils d'immigrés juifs né en 1926 aurait pu s'abandonner au malheur. Une mère folle internée quand il a 7 ans, un père chômeur, et puis la guerre, la déportation d'une grande partie de sa famille. En 1943, il découd son étoile jaune, bien décidé à accomplir, malgré les circonstances, son désir fondamental, celui d'une vie libre et heureuse. La même année, il rencontre Jean-Paul Sartre, qui deviendra son mentor. Robert Misrahi a enseigné à des générations d'étudiants, parmi lesquels le philosophe Michel Onfray, qui préface son dernier ouvrage. Dans La joie d'amour, Robert Misrahi continue, du haut de ses 88 ans, à prôner une éthique de la joie. Je n'ai plus peur, le dernier livre de Jean-Claude Guibaud, est à la fois un essai et une confession. Le récit des blessures et des peurs qui le hantent depuis son enfance, en Algérie d'abord, où il est né en 1944, en Charente ensuite, où il a grandi tiraillé entre ses deux parents divorcés. Après avoir renoncé à l'agrégation de droit en mai 68, Jean-Claude Guibaud, devenu journaliste, a été correspondant de guerre au Biafra, au Bengale, au Liban, pour Le Monde puis Le Nouvel Observateur. Dans les années 90, il tourne la page, décide de se poser et tente de comprendre cette humanité déroutante. Éditeur et essayiste, il dresse alors l'inventaire des métamorphoses de notre temps. La joie, la peur, l'amour, la mort. La vie, en somme, au programme de cette émission. Et pour parler de la vie, voici un philosophe du réel, Clément Rosset. Clément Rosset dit avoir été reçu dernier à Normal Sup, dernier aussi à l'agrégation de philosophie en 1964. Pourtant, son œuvre, riche d'une quarantaine de livres, s'est imposée comme celle d'un grand philosophe, à commencer par La philosophie tragique, son premier ouvrage qu'il écrit à 20 ans, alors qu'il est encore en Cagne à Louis le Grand. Depuis Le réel et son double, publié en 1976, Clément Rosset prône l'adhésion au réel sans faux semblant, dans la lignée de Nietzsche. Fait divers, son dernier livre est un recueil de textes, autant de fragments d'une œuvre qui, depuis plus d'un demi-siècle, fait la chasse aux illusions. Et puis une librairie, L'amour du noir. Le repère d'un bouquiniste parisien spécialisé dans la science-fiction et le polar. Voilà, et avant de passer à l'amour du noir, on va parler de l'amour tout court. Roger Poldroy, Robert Misrahi, Jean-Claude Guibaud et Clément Rosset. Bonsoir, messieurs. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour essayer d'élucider un peu ces questions. Et moi, je vous propose un jeu, finalement. C'est vrai que la philosophie est un jeu, c'est ce qu'écrit Roger Poldroy. Un jeu d'enfant. Hein. On dirait qu'on fait comme si, d'accord ? Les enfants disent, on dirait qu'on serait des Indiens et des cow-boys, on fait comme si nous étions au Moyen-Âge. Faisons comme si nous allions mourir dans une heure. Je vous propose cette expérience, d'accord? Vous nous suivez? Faites donc comme si vous deviez mourir dans une heure. Mais que feriez-vous? Qu'accompliriez-vous? Alors évidemment, on peut choisir, je sais pas moi, de s'exploser dans une dernière orgie paroxystique, ou alors de se défoncer complètement. Mais ça,
Ça, on va s'apercevoir que c'est un petit peu vain. On peut aussi décider d'être dans la nostalgie, de se laisser abattre, de renoncer à l'espérance, Jean-Claude Guilbeault. Bah, ça non plus, hein. Ça ne nous tente pas tant que ça. On pourrait vitupérer aussi, dénoncer les impostures. Oh, pas très bonne idée. Là, on peut choisir la vie. C'est ce que je vous propose, choisir la vie. Roger Poldroy, Si je n'avais plus qu'une heure à vivre, c'est le titre de ce petit livre qui sort chez Odile Jacob. Étrange idée, comment est-elle venue cette idée? D'abord, je vois que vous m'avez très bien lu, tout ce que vous venez de dire le montre. Comment est venue l'idée? Elle est venue presque d'un coup. C'est-à-dire, je me suis dit, après tout, ayant écrit beaucoup de livres, je ne crois pas avoir rassemblé de façon directe l'essentiel de ce que je pense. Alors j'ai construit cette idée, qui est un exercice de pensée, qui est un vieil exercice spirituel aussi de l'Antiquité. Vous savez, la dernière heure, le moment de vérité, le moment où on fait plus semblant, où, comme dit Montaigne, on voit le fond du pot. Alors voilà, j'ai voulu faire quelque chose qui soit, en quelque sorte, un exercice de nudité, pas d'impudeur, mais de choix, la dernière heure, qu'est-ce que ce serait? Et je me sers de ce dispositif, de cette fiction, pour dire l'essentiel. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que vous le dites d'emblée, c'est un jeu. Ça n'est pas à prendre au sérieux, quoique peut-être que le jeu est, après tout, la seule chose vraiment sérieuse. Le jeu sérieux, que ça signifie? C'est Platon qui dit ça. C'est Platon qui dit que la philosophie est un jeu sérieux. C'est Xénophon qui prête cette formule aussi à Socrate. Un jeu sérieux, pourquoi? Parce qu'on est toujours en train d'imaginer, alors, comme disent les enfants, on serait des pirates. Mais en fait, si nous construisions la cité juste, c'est aussi un jeu, mais là il est sérieux. Si nous réfléchissions sur ce qu'est l'essentiel de notre vie, de nos savoirs, de nos ignorances, de nos lacunes, de nos espérances, du bonheur, etc., on est dans à la fois quelque chose qui est bien évidemment en un sens de la fiction, mais qui est la vie même, et qui y a finalement dans l'ensemble de la société, de la pensée, que des jeux, y compris ce grand jeu qu'est l'écriture. Aujourd'hui, on a le sentiment qu'on cherche par tous les moyens à mettre la mort à distance, à la cacher. Alors, dans le quotidien, on la cache dans les hôpitaux, on la cache loin des gens, on la cache à la télévision aussi. On en parle peu, on ne veut pas en parler. On nous propose des divertissements à la place d'émissions sur la lecture des livres de Roger Poldroy. Qu'est-ce que ça dit de notre société, cette mise à distance de la mort, que vous acceptez d'approcher sans tomber dans le morbide et en utilisant ce fameux jeu, JEU? Oui, mais ça dit moins de vie. Cette manière de mettre la mort sous le tapis, de la ranger sous la moquette, vous voyez, de dire, voilà, on va mourir, mais on n'en veut rien savoir, on n'y pense pas. Alors évidemment, c'est une vieille attitude humaine, mais toute la philosophie, me semble-t-il, toutes les sagesses, toute la poésie a aussi été, tout au long de l'histoire, centrée sur cette confrontation avec la mort, qui n'a rien de morbide. Ce n'est pas un livre sur la mort que j'ai fait. Non, c'est un livre sur la vie. C'est un livre, évidemment, sur la vie, sur l'amour de la vie, sur l'acceptation, sur le oui à la vie. Et le oui à la vie, je crois qu'il passe, Nietzsche l'a dit avant moi et grandement, mais par l'acceptation de la totalité du lot, vous voyez, du patchwork de la vie, c'est-à-dire bien évidemment la jouissance, les plaisirs, l'orgasme, la quiétude, l'admiration, les extases des œuvres d'art, tout cela, bien sûr, mais aussi les trahisons, les saloperies, la misère, les maladies, la souffrance, les dictatures. Ça ne veut pas dire qu'il faut acquiescer à tout cela. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire l'éloge, évidemment, de la souffrance. Mais ça veut dire que dire oui à la vie, c'est prendre le lot et c'est faire en sorte, évidemment, que nous ayons le plus de bonheur, de jouissance, de quiétude et le moins de malheur, de misère ou d'oppression. D'accord ? Mais l'idée qu'on puisse éliminer totalement et définitivement le négatif, je crois que c'est une fantasmagorie néfaste. Ça, on en parlera aussi tout à l'heure avec Robert Misrahi. Jean-Claude Guilbeault. Oui, moi je voulais dire que j'ai beaucoup aimé le livre de Roger Poldroy. Et en même temps, je lui ai dit tout à l'heure, le titre est ambigu. Pourquoi? Parce que si nous n'avions plus qu'une heure à vivre, on ne le saurait pas. C'est-à-dire, comme vous le savez, je crois que c'est dans Luc, verset 26, vous savez, ni le jour, nul ne sait jamais ni le jour ni l'heure. Ça veut dire qu'en fait, peut-être que dans une heure, nous serons morts tous les 5. Alors, ça pose quand même. Vous avez raison, ça pose la question de l'application très concrète de tout ce qu'il y a dans ce livre. Si je peux me permettre, François Bunel, ça veut dire que je le prends très au sérieux, son livre, parce qu'en fait, nous devrions vivre en permanence comme si c'était notre dernière heure.
C'est ça la leçon. Est-ce que vous le que faites, je tire de son Jean-Claude livre. Guibaud? Est-ce J'essaie. que vous y parvenez? J'essaie, tant bien que mal, sûrement mal, mais j'essaie. Autrement dit, n'est-ce Si pas? j'avais dû faire un titre Et vous complet, si j'avais dû faire un titre complet, ce serait si je n'avais plus qu'une heure à vivre, que je le sache, que je sois en bonne santé et que je me pose la question de savoir qu'en faire, alors j'écrirais ce qui suit. Oui, c'est Voilà. un peu Mais, long comme voyez, titre, si vous me permettez. fallait un rabat. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que, et Jean-Claude Guibaud a raison, essayons de vivre comme si, aussi, comme sûr, s'il n'y avait bien plus qu'une sûr. heure à vivre. L'hypothèse première, j'imagine, quand on vous pose la question, on est tous un peu tentés de répondre par forfanterie. Oh, alors, si j'avais qu'une heure à vivre, allez, je me lâcherais, et donc ce serait tous les plaisirs. Est-ce Oui. que c'est une réponse valable pour vous, ou est-ce que c'est au contraire la tentation nihiliste qui ressurgit? Vous savez, j'ai pas, de toute façon, c'est un livre personnel, c'est probablement le plus personnel des livres que j'ai écrits, et je ne prétends pas y ériger de leçons pour les autres, ni dicter quelque comportement que ce soit. Si quelqu'un se disait, pour moi, c'est la voie, moi je dis, voilà, bien évidemment, en pensant à cette dernière heure, je pense à l'orgie paroxystique, je pense à la vengeance envers quelques rancunes que je peux avoir, mais j'écarte, comme vous l'avez dit. Vous êtes très bien. rancunier. Comment? Vous êtes rancunier. Non, parce mais que je ne crois pas, je ne suis pas pour l'oubli, pour le pardon, etc. Je pense qu'il y a, ça ne veut pas dire non plus que je suis rancunier, obsédé des choses, mais je pense qu'il y a des forfaitures, qu'il y a des meurtres, qu'il y a des crimes contre l'humanité dans l'histoire qu'on n'a aucune raison d'oublier ni de pardonner. Jean Kelevitch avait écrit sur l'impardonnable des choses tout à fait radicales et belles. Voilà. Et donc, si vous voulez, je crois que la réponse à cette question, elle est éminemment personnelle, mais pour ma part, je privilégie la transmission. Alors, Voilà. vous ne vous placez pas, évidemment, on l'a compris, sous un angle moralisateur, ni pour culpabiliser les choix des uns des autres. Toutefois, dans votre livre, vous nous expliquez bien, en prenant ces exemples, que ce ne sont pas ceux que vous conservez, vous. Par exemple, la tentation de voir défiler sa vie, de se murer dans une espèce de nostalgie rétrospective, Voilà, de on diaporama des souvenirs. Ça, c'est pas votre truc non plus. C'est pas Pourquoi? mon truc. Alors pour ma part, mais encore une fois, ce ne sont que mes goûts, je n'ai pas de propension pour les journaux intimes, les mémoires. Voilà, c'est quelque chose à quoi je suis même assez profondément allergique. Et du coup, bien évidemment, dans l'hypothèse du moment de vérité d'une dernière heure, alors on peut tout à fait bien se dire qu'ai-je vécu, comment faire le bilan, être investi de souvenirs. Je le comprends, je l'écarte, encore une fois, parce que ce qui m'intéresse, c'est finalement d'écrire dans cette dernière heure. C'est-à-dire d'écrire en... Vous écririez Oui, j'écrirais, pour absolument. transmettre. J'écrirais un peu, vous l'avez vu, à la hâte, comme une sorte de solo de jazz, comme quelque chose, en quelque sorte, qui est par moments rauque, guttural, un peu triste, à d'autres moments apaisé, à d'autres moments... Voilà, avec une seule phrase qui fait 100 pages, avec quelques pauses, mais qui n'a pas de point, parce que je voulais avoir un souffle que le lecteur aussi, en quelque sorte, partage cette expérience. Il peut penser contre moi, il peut penser à son gré, avoir d'autres envies, mais que la lecture de ce texte soit aussi, en quelque sorte, une expérience vécue par le lecteur. Mais alors vous nous dites, Roger Paul Droit, effectivement, si je n'avais plus qu'une heure à vivre, je choisirais l'écriture comme ruse contre la mort. Oui. Pardon, mais est-ce que cette ruse est véritablement efficace? Et si oui, combien de temps? Ça, je ne sais pas. Mais cette ruse, effectivement, elle n'empêche pas de mourir. Mais ce qui me fascine, si vous voulez, dans l'écriture, ça n'est pas simplement la question du grand style, des grandes œuvres, etc. C'est la trace de ce que j'appelle la poussière des instants. On a, je le rappelle dans ce livre, même à la hâte, on a, par exemple, un graffiti fait par un soldat romain dans un bordel d'Égypte. Un graffiti obscène, un truc, le type, on ne sait pas quelle était la fille qui l'a payé, on ne sait pas ce qu'il a vécu, etc. Mais on a comme ça son éjaculation verbale, si j'ose dire. Mais voilà, elle est restée gravée, on l'a toujours. Et il y a quelque chose, moi, qui me fascine dans voilà, les notes de blanchisseuse du 19e siècle. C'est-à-dire que l'écrit garde cette poussière des instants. Et en ce sens-là, évidemment,
il défie la mort. Alors, vous diriez j'écrirai, mais en même temps, vous ne pouvez pas vous empêcher de clamer votre amour de l'amour. Par exemple, page 61, je lis, c'est dans le dernier tiers de votre écriture, donc dans le dernier quart d'heure, hein, avant le coup Oui, final. c'est un livre qui dure une heure. Si je n'avais plus qu'une heure à vivre, je crierais que l'amour est la seule chose au monde qui vaille, je hurlerais comme ce résistant avant que les balles nazies l'atteignent. Qu'est-ce qu'il hurle, le résistant? Et qu'est-ce que vous hurleriez? Il hurle une formule qui m'a toujours, moi, fasciné. Vive les seins des femmes. Imaginez se faire fusiller voilà, et mourir jeune en hurlant sous les balles nazies, vive les seins des femmes. C'est pour moi une scène que je ne peux pas voilà, penser ou évoquer sans en être bouleversé. Je la trouve magnifique. Donc, l'amour. L'espérance? Oui, bien sûr. L'espérance pour les autres, pour la continuation de la vie. C'est un livre que j'ai aussi écrit pour ma fille, enfin pour ceux qui veulent le lire, mais pour elle en particulier, parce que j'avais justement cette idée que ce que je pense d'essentiel, pour ma part, je ne l'avais pas rassemblé et dit, et j'ai voulu le rassembler ainsi. De quoi cette expérience, sur quoi nous renseigne-t-elle une fois qu'on l'a mené, ce petit jeu, et qu'on a tous fait notre réponse partagée ou transmise ou pas? Qu'est-ce que ça nous dit? Pour ma part, je dirais que ça m'a éclairé ou éclairci sur ce que je pense, sur des choses essentielles. C'est-à-dire, par exemple, très vite, l'éloge du multiple. Voilà, c'est-à-dire que ce qui m'intéresse, ça n'est pas les grandes vérités, ça n'est pas les choses coulées dans le bronze et le marbre, ce ne sont pas les certitudes. Comme disait Nietzsche, ce n'est pas le doute qui rend fou, c'est la certitude. Ce ne sont pas les certitudes, c'est bien plutôt le hasard. Il y a un éloge de l'ignorance dans ce livre aussi. Il y a un éloge du doute, il y a une filiation sceptique dans tout cela. Et finalement, ce qui m'intéresse, c'est l'émerveillement devant le multiple de la vie elle-même. Bon, alors Roger Poldroy, s'il n'avait plus qu'une heure à vivre, crierait « Vive les seins des femmes ». Et vous, Robert Misrahi, imaginons, jouons le jeu si ça vous amuse. Qu'est-ce que vous feriez en une heure? J'essaierai de réunir autour de moi, étant donné mon âge. Dans une heure, c'est dans une heure maintenant, à mon âge. J'essaierai de réunir autour de moi toutes mes amies féminines. Ah, c'est pas mal. On n'est pas très loin non plus de la solution de Roger Poldroy. J'ai dit amies, je n'ai pas dit maîtresse. Oui, oui, bah, je l'entendais bien ainsi, mon cher Robert. Clément Rosset? Je voudrais revenir sur une remarque de M. Guilbault concernant justement cette fiction d'imaginer ce qu'on ferait pendant une heure si on n'avait plus qu'une heure à vivre. Et il a fait une remarque sur laquelle ce n'était pas forcément une fiction. Ça pouvait être quelque chose de concret, de vrai, et de réel. Et je ne pense pas qu'on ait le loisir de se poser toutes ces questions. Et toutes ces questions-là, si elles doivent attendre la dernière heure, c'est un petit peu tard. Bon, mais... donc vous dites qu'il vaut mieux les poser aujourd'hui, maintenant, oui, en espérant que ce n'est pas dans une heure. Je veux dire dans le sillage. Ce que je veux dire, c'est que, il me semble, tout en vous écoutant, je me suis dit tout d'un coup, mais je n'ai plus qu'une heure à vivre, mais c'était un cas tragique et concret. Et dans ces conditions-là, j'ai bien l'impression que... Non, je pensais aux lettres des résistants et des condamnés à mort, oui, Guy Moquet, oui. Jacques Decour. C'est vrai, c'est vrai. Vous voyez, bon, il y a aussi une... Ils n'ont pas toujours été écrites pendant l'heure qui précède, je crois. Enfin, oui. Je ne sais pas trop comment... En tout cas, disons que cela donne une dimension réaliste et tellement cruelle. En fait, c'est la pire des choses. C'est vrai qu'on va être à l'exécution populaire. Non, mais c'est Et je ne crois pas qu'on a le temps à se perdre dans ces choses qui, par ailleurs, si on y pense un peu avant, sont évidemment essentielles. Raison de plus pour y penser, maintenant, avant qu'il soit trop tard. Oui, trop tard. Là. Ce que je critiquerais dans votre livre, c'est que vous ne dites pas ce que vous auriez fait en réalité. Ah, mais c'est tout simplement parce que le si, c'est l'espace de la fiction. C'est l'espace d'un dispositif, d'une expérience, d'une... Alors, justement, vous voyez, d'un praticable. C'est là où je tique un petit peu, c'est que je suis incapable de
voir ça comme une fiction, d'imaginer Si je ça. vous disais, si Comme nous une fiction. vivions 300 ans, vous ne pourriez pas me dire, attendons encore 299 ans pour, pour être dans la Non, situation. c'est bien ce que je vous ai dit. C'est s'y prendre un peu tard qu'une heure avant. Non, mais je veux dire, on cherche un peu. J'ai une heure. Alors, je commence par quoi? Ouais. Et, Et si on commençait par lire, puisque ça fait débattre? et c'est également un peu tard. Hein. Ouais. Il n'est jamais trop tard pour lire. Ça se lit en une heure, hein, en réalité. C'est ça, la grande phrase de Roger D'ailleurs, Paul Droit, François la Paul- phrase de 100 pages de Roger Paul Droit. Si je n'avais plus qu'une heure à vivre, aux éditions Odile Jacob. pour faire Alors, des- Jean-Claude Guilbeault, justement, vous dites Je n'ai plus peur. C'est le titre de Oui. ce livre. C'est vrai que la peur paralyse de plus en plus la société. C'est peut-être ce qui gangrène le plus aujourd'hui les C'est le- choses. La peur de tout, la C'est- peur de c'est- l'échec. C'est le plus qui compte. Ça veut dire que quand on dit je n'ai plus peur, ça veut dire qu'on a eu peur. Ça veut dire qu'on refuse de faire le malin. On refuse de parler d'espérance comme si on était juché sur une conviction, une foi, comme ça. Non. Si on est capable de parler d'espérance, c'est parce qu'on a traversé autant de blessures que les autres. On ne vaut pas mieux que les autres. Comment vous dire? Et la manière dont vous avez commencé l'émission, ça m'a remis en mémoire. Il se trouve que ces dernières semaines, quand vous parlez d'espérance, je me suis ressouvenu de ça. C'est une femme qui a le mieux parlé de ce sujet. Une femme? Oui. Laquelle? Ah, vous devinez pas? Et c'est Ariane Mouchkine. Est-ce que vous avez eu la curiosité de lire les vœux qu'a adressés Ariane Mouchkine aux Français à la demande de Mediapart, mes confrères de Mediapart, que je remercie d'avoir eu cette idée? Elle a fait un texte tellement fulgurant que je vais vous en lire 2 lignes. Ah, je vous en prie. Elle dit qu'il faut fuir à tout prix aujourd'hui la peste de cette tristesse gluante que par tombereaux entiers, tous les jours, on déverse sur nos têtes. Cette vase venimeuse, faite de haine de soi, de haine de l'autre, etc. Et cette incrédulité ricanante pour lui préférer l'espérance. Reconnaissez Donc, contre que, la... ouais, c'est pas mal, ça, c'est très beau. reconnaissez même. que sous Contre la la, haine sous la de plume soi. d'Ariane Mouchkine, c'est magnifique. Ouais. C'est magnifique. quoi. Attendez, il y a un mot sur lequel je m'arrête chez Ariane Mouchkine. Contre la haine de soi, Oui. qui manifestement est très présente dans votre vie. Ce livre qui paraît aux éditions L'Iconoclaste, dans lequel vous vous livrez, qui est un mélange de confidences et d'essais également. C'est vrai que les confidences ne nuisent pas à la pertinence des idées. Nous dit que vous, qui fûtes pendant plus de 30 ans grand reporter, vous avez aussi grandi dans une certaine jubilation de la mort, que vous l'avez côtoyée. Non, Et disons- ça, c'est le tabou des grands reporters aussi. Oui, disons, On je- prend plaisir. J'ai fait 10 chapitres, il y en a en effet un sur la violence. Et j'ai dit une chose que les grands reporters n'ont pas l'habitude de dire, mais que nous savons entre nous, mais c'est une sorte de secret, si j'ose dire, c'est que dans toutes les circonstances, j'ai trouvé qu'il y avait toujours une forme de jubilation de la violence, que tout le monde est capable d'éprouver. Évidemment, les combattants, Attendez, y compris vous, y le compris journaliste. moi. C'est ce que j'appelle le plaisir dégoûtant. C'est-à-dire qu'au Vietnam, en Éthiopie ou ailleurs, il m'est arrivé, moi aussi, comme tout le monde, comme 98% de mes confrères, d'éprouver à un moment donné une sorte de, comment vous dire, le grand jeu de la guerre. Et nous savons, nous, grands reporters qui avons passé, moi j'ai passé 25 ans dans les guerres, que s'il y a des guerres, c'est à cause de mille et une raisons, politiques, idéologiques et tout, mais il y a aussi une raison transcendante, c'est que les hommes aiment la guerre, jusqu'à en être dégoûtés, écœurés, lassés, terrifiés. Autrement dit, voilà, j'ai expliqué que... je prenais l'exemple de la guerre du Vietnam. En effet, nous nous battions, tous les grands reporters, qu'ils se représentent Le Monde ou la presse de gauche, pour faire des ouvertures de route à la mitrailleuse lourde, sanglées à côté d'un mitrailleur d'un hélicoptère, pour faire des bombardements en piqué. Il y a cette espèce de folie. Et à un moment donné, le soir, en nous retrouvions, voilà, nous regardions en face cette forme de jubilation de la violence. Ça veut dire quoi? Parce que je raconte ça, c'est pas pour le plaisir de raconter. J'essaie d'en tirer une leçon minimale. Ça veut dire qu'on a tort de penser que le mal, que la violence, il est seulement chez l'autre. Il faut d'abord commencer à comprendre qu'il est d'abord en nous. Autrement dit, penser qu'on va éliminer le mal du monde en tuant l'autre, c'est une folie massacreuse. Et je pense que toutes les sagesses du monde, pas seulement le judaïsme, le christianisme, ont fait cette compréhension que le mal, il nous est aussi intérieur et qu'il faut commencer par s'interroger sur soi-même. Voilà, c'est aussi bête que ça. Ça, c'est la première partie, effectivement, de votre C'est livre. le premier Il y en a une chapitre, deuxième qui, évidemment, découle, c'est quel espoir, quelle espérance. Qu'est-ce que vous mettez derrière ce mot, espérance? C'est quoi pour vous, l'espérance? Si on ne veut pas la réduire
à un optimisme un peu naïf, un petit peu béat? D'abord, la lucidité. Parler d'espérance aux gens, la politesse minimale consiste à reconnaître que nous vivons en ce moment une période désastreuse. J'ai trouvé un texte d'Edgar Morin magnifique qui est apparu il n'y a pas très longtemps où il dit « Nous marchons comme des somnambules vers le désastre ». Et il faut reconnaître que nos sociétés deviennent de plus en plus égoïstes, individualistes, hargneuses, inégalitaires, précaires. Autrement dit, il faut commencer à constater que nous sommes sur une pente dangereuse. Mais c'est précisément quand les choses vont plutôt mal que l'espérance est nécessaire, que l'espérance est indispensable. Et je pense simplement, c'est pour ça que j'ai fait ce petit livre, que l'espérance ne se prêche pas, elle ne se recommande pas de manière professorale, elle ne peut que se partager. Et elle vient de la peur, ou plus exactement du dépassement de nos peurs, c'est ça? Elle vient du fait qu'on accepte de parler vrai et qu'on accepte de dire que soi-même, en effet, on a souvent été saisi par le désespoir, qu'on a eu en soi des frayeurs, des angoisses, qu'on a eu des blessures, qu'on a réussi à traverser. Autrement dit, que si on invoque l'espérance, ça n'est pas au nom d'une espèce de supériorité. Mais Jean-Claude Guibaud, vous savez bien, il y a ces peurs, c'est tendre la main à l'autre. Alors, voilà. Partager l'espérance. Oui. Il y a des peurs qui sont des peurs liées au passé, les blessures d'enfance, on va y venir dans un instant, vous en parlez beaucoup en ce qui vous concerne, même si vous le faites de façon pudique. Et puis il y a des peurs qui concernent tout le monde. C'est la peur du lendemain, c'est la peur du chômage, c'est la peur du déclin, c'est l'injonction de réussite qu'on nous brandit tous les jours, à tout moment. Comment est-ce qu'on fait pour quitter cette peur qui, encore une fois, n'est pas une vision du monde, on est entièrement d'accord. Mais comment cesser d'avoir peur? Il faut nous débarrasser des lieux communs qui nous assaillent. Par exemple, cette obsession de la réussite, cette obsession de la possession, cette obsession de la gagne, être plus malin que l'autre, être plus fort que l'autre. Si on arrive un tant soit peu à se débarrasser de cela, je vous assure que les choses vont déjà un tout petit peu mieux. Donc il y a cette espèce... Nous vivons aussi, et Edgar Morin n'est pas le dernier, et je cite Paul Virilio que j'aime beaucoup, qui est mon voisin, il habite à La Rochelle, cette obsession de la vitesse. Est-ce que vous vous rendez compte nous sommes des sociétés qui deviennent cinglées de vitesse? Et heureusement, il y a des mouvements magnifiques qui naissent, des mouvements de résistance. Vous avez entendu parler du slow movement, qui est né en Italie, qui a essaimé à travers le monde et qui dit à tout le monde « Ralentissons, ne soyons pas fous. Nous sommes en train de fabriquer des sociétés où il n'y a plus d'espace-temps, où l'homme peut vivre. Simplement, il n'y a plus d'espace-temps habitable. Autrement dit, l'espérance, elle est aussi faite de résistance. Et je vous assure que nos sociétés résistent beaucoup mieux qu'on ne pourrait le croire en regardant simplement le jeu politique. Il y a tout un tas d'exemples dans votre livre de résistance, les résistances personnelles, celles que vous avez pu éprouver au cours de votre vie et celles que, en tant qu'observateur, éditeur, vous voyez dans la société et qui sont à l'œuvre. Et puis il y a un point qui est très important, qui est cette question de l'identité, qui a fait beaucoup couler d'encre, et qui est celle de l'ancrage. Qu'est-ce que c'est que s'ancrer? Qu'est-ce que c'est qu'être chez soi? Vous évoquez cette fois-ci une blessure ancienne, personnelle, celle du divorce de vos parents, de cette maison des Charentes, qui est celle de votre père, que vous avez décidé de reprendre, et puis cette difficulté que j'imagine le grand reporter a encore plus que les autres, c'est-à-dire qu'on a envie d'aller voir ailleurs, et on a besoin de s'ancrer quelque part. Comment résout-on? Je vais être très précis. En cela. fait, cette maison de Charente, je suis le fils d'un père charentais. Mon père était un fils d'agriculteur qui a été reçu à Saint-Cy en 1914. Il a fait de la promotion décimée. 740 jeunes officiers dans cette promotion, 200 survivants. Donc il a été officier et il a épousé en Afrique du Nord ma mère qui est pied noir. Mais comme mon père m'a fait, il avait déjà 54 ans, il a pris sa retraite quand j'avais 3 ans. Donc je me suis retrouvé en Charente et je n'ai aucun souvenir de l'Algérie. Et j'ai vécu la guerre d'Algérie par procuration entre l'âge de 10 ans et l'âge de 18 ans, entre 54 et 62. Mon père était absolument gaulliste, il avait une correspondance avec De Gaulle, donc il était Algérie algérienne, et ma mère, pied noir, était Algérie française plein pot, voire quelquefois un peu complaisante à l'égard de l'OS. Et ce divorce politique, alors que j'avais 10 ans, a séparé mes parents. Et je me suis retrouvé tout d'un coup avec une vérité en trop. J'avais 2 mondes radicalement antagonistes, et j'étais assez proche de ma mère pour savoir que tous les pieds noirs n'étaient pas des salauds.
Et j'étais assez proche de mon père pour savoir que la raison commandait de donner l'indépendance à l'Algérie. Et je vous assure, quand vous vivez ça entre l'âge de 10 ans et l'âge de 18 ans, ça vous forge, ça vous bronze. Et c'est vrai que, du coup, comme ma mère n'a pas voulu accepter d'habiter à la campagne et que mes parents se sont séparés, cette grande maison, c'est devenu la maison du père, où nous allions avec ma sœur en bicyclette le jeudi. Et quand mon père est mort en 73, par une espèce comme ça de volonté de racheter cela, et j'ai voulu sauver cette maison. Et j'ai passé 30 ans à essayer de la sauver, donc j'ai appris à faire de la charpente, à conduire un tracteur, à labourer, à semer, etc. Et j'ai en effet passé 30 ans à sauver cette maison en essayant de prendre garde de ne pas sombrer dans le crétinisme villageois. Vous savez, c'est une expression de Lénine. Le crétinisme villageois, c'est l'enfermement, c'est-à-dire non. Et je ne vais pas raconter tout le livre, mais je pense qu'il nous faut un enracinement et le courage de le quitter. C'est l'arbre et, les deux. L'arbre et la pirogue, expliquez-vous. Hein. Je renverrai les téléspectateurs à la lecture de cette métaphore qui est magnifique. J'ai eu toute dernière chance... question, si vous voulez bien, Jean-Claude Guilbault. Vous avez placé ce livre sous le patronage du poète allemand Hölderlin, qui dit ceci: que l'homme tienne ce que l'enfant a promis. Bien sûr. Je vous pose la question parce que vous le dites dans ce livre. Vous allez avoir 70 ans. Oui. L'homme que vous êtes a-t-il tenu ce que l'enfant que vous étiez promettait? J'espère. J'espère mourir en restant enfant. Vous savez, il y a un très beau vers d'une chanson de Jacques Brel, essayer de vieillir sans être adulte. Je crois que, en fait, j'ai écrit un livre d'enfant, et je l'espère. Espérance, donc, Je n'ai plus peur, c'est le titre du nouveau livre de Jean-Claude Guilbault. Il vient de paraître aux éditions L'Iconoclaste. Alors, Robert Misrahi, vous êtes, vous, celui qui donne tort à Roger Paul Droit. Car il y a, mon cher Roger Paul, moi j'ai beaucoup aimé votre livre, mais il y a une phrase, page 56, que vous écrivez, et sur laquelle, je crois, Robert Misrahi apporte la contradiction, parce que vous dites, vous, de l'amour, les philosophes n'ont presque rien à dire d'intéressant. Ben voilà tout le contraire, avec ce très beau petit livre qui s'appelle La joie d'amour. Mais il en fallait un. C'est peut-être d'ailleurs le seul, je crois que vous êtes le seul, Robert Misrahi, à vraiment prendre à bras le corps non seulement la question de la joie, vous l'avez en partage avec Clément Rosset, mais aussi la question du bonheur, des amours heureuses et de la possibilité d'y parvenir. Je rappelle que vous avez connu Sartre et Beauvoir, que Sartre a été votre mentor, et puis qu'ensuite vous vous en êtes détaché, que vous avez connu Albert Camus, vous avez travaillé avec Vladimir Yankelevitch, vous-même vous avez beaucoup écrit sur Spinoza, et vous nous proposez un petit livre préfacé par Michel Onfray et autrement qui s'appelle La joie d'amour pour une érotique du bonheur. Je voudrais qu'on s'arrête pour commencer sur le sous-titre, Une érotique du bonheur. Qu'appelez-vous l'érotisme? C'est pas la débauche. Alors, je n'appelle pas érotisme l'ensemble des techniques destinées à vous mettre en appétit. D'accord. J'appelle érotique, en utilisant le mot comme on utilise le mot, par exemple, une herméneutique, j'appelle érotique simplement une philosophie pensée, une claire philosophie de l'amour. C'est une philosophie de l'amour que je propose. Donc pas de libertinage, mais un style d'existence. Pas de libertinage, bien sûr. Je voudrais préciser une chose. Je ne présente pas, ni dans ce livre, ni dans aucun de mes livres précédents, une simple conviction de bonne volonté. Je me refuse aux simples convictions de bonne volonté qui se bornent à nommer les buts pour se situer. Espérance, joie, bonheur, amour, intemporalité, cordialité, réciprocité, je veux leur donner un sens, développer ce sens, montrer qu'il est accessible à tous et surtout dire en quoi tout cela, c'est-à-dire la joie, est réalisable. Je résume ce que je viens de dire. Ce livre sur l'amour n'est pas un livre de conviction, c'est un livre de démonstration. Ah! Alors vous allez nous démontrer. C'est-à-dire que je m'appuie sur une doctrine claire, la mienne. Vous savez, petite parenthèse, ici je suis avec des amis, de jeunes amis. Vous avez tous environ 70 ans, Ouais. n'est-ce pas? Des enfants. Vous êtes des enfants, moi j'ai 88 ans. C'est pourquoi vous me permettrez d'être sincère. Oui. De dire ce que j'ai à dire, qui est une déclaration d'amitié à tout le monde. Cela dit,
je veux fonder tout ce que je propose sur des certitudes. C'est-à-dire, tout ce qui va concerner ici l'amour s'appuie sur une théorie du sujet humain. Si on n'est pas capable de dire ce que c'est qu'un sujet humain, libre et désirant et réfléchissant, si on n'est pas capable de dire ça, on n'est pas capable de réfléchir sur la suite. La suite, qu'est-ce qu'on veut? On veut quelque chose puisqu'on est désir. Est-ce qu'on peut le vouloir? Mais oui, puisqu'on est liberté. N'ayons pas peur de la philosophie. Elle s'adresse à tout le monde et c'est la base. Est-ce que vous construiriez une maison sans préparer les fondations? Il y a des fondations à faire tranquillement. Il faut prendre son temps. Alors prenons philosophie de la liberté et philosophie du désir, du libre désir. Alors, la destination d'un être humain, quel qu'il soit, à quelque époque qu'il soit, c'est la joie. Pas parce que j'ai une bonne âme et que je suis un brave camarade et que je veux la joie pour tout le monde. Non, parce que c'est la nature même du désir humain. C'est d'arriver à l'accomplissement. Tous, nous avons raison, tous, de désirer quelque chose qui sera une intensité de vie plus vive, plus vaste, plus profonde, un peu plus tard qu'aujourd'hui. Tous, nous voulons l'accomplissement. Oui, mais est-ce un rêve, une illusion? Tous les penseurs nous disent illusion, tout ça, songeons au bouddhisme, par exemple. Illusion, il y a la Maya, il y a l'illusion. Lacan qui nous dit le désir, c'est un Lacan, etc. Il n'y a manque. pas de Sartre qui désir, nous dit dans un coup, il n'y a que le manque à être. conflit. On oublie Non, une chose. on les oublie, eux. On oublie que la nature profonde, la plus profonde de l'être humain, c'est la liberté, et que cette liberté, elle est celle du désir, et que ce désir libre, ce libre désir est inventeur. Nous sommes inventeurs de sens. Bien sûr que la nature libre... Pardonnez-moi, juste un point qui est très important. Nous sommes inventeurs de sens parce que nous désirons. Oui, nous désirons quoi? L'accomplissement du désir. C'est élémentaire. Donc c'est le désir qui donne du sens à la vie, pour vous. C'est l'intelligence du désir qui donne du sens à la vie. Naturellement, il faut penser que le désir n'est pas ce qu'on dit d'habitude dans les traités cliniques, que le désir est une impulsion, un truc aveugle qui vous pousse par l'arrière. Alors qu'est-ce que c'est? C'est des histoires. Qu'est-ce que c'est? Le C'est pas ça. désir est un mouvement global de l'être humain vers un meilleur accomplissement de son bien-être actuel, vers quelque chose de plus riche et de plus, je vais employer un mot familier, vous allez comprendre, jouissif. La recherche de la jouissance est l'essence même du désir humain, étant donné, n'oublions pas, que ce désir est intelligent. Je fais mes courses, je passe devant un magasin, pas n'importe quoi. Je désire seulement faire mes courses et je choisis. Mais alors, Robert Misraï, Le sur les désir courses... est intelligent, n'oublions pas. Alors je comprends que le désir est intelligent sur les courses, mais en amour, parfois, reconnaissez que nous sommes un petit peu moins clairvoyants. Alors nous y Notre voilà. désir amoureux, parce que c'est ça qui est Oui, fascinant oui, dans oui, votre oui, livre, oui. c'est que vous nous racontez que le bonheur, si, Roger Paul, je vous achète. Non, mais le c'est pas du bonheur, tout est, votre le bonheur, bonheur parfait est accessible, si on le veut. La joie. Il faut que je continue parce qu'il Allez-y. y a un tout. Si on ne veut pas saisir ce tout, on comprendra les éléments, on pourra discuter. Quel est ce tout? Ce tout, c'est que le libre désir du début, le libre désir intelligent, est spontanément, on le comprend facilement, égoïste et maladroit. Maladroit. Il ne sait pas bien. Je fais mes courses chez un commerçant, je n'achète pas les bons produits pour me nourrir. Je vais chez un libraire, je n'achète pas le bon livre pour me nourrir. Le désir est libre, mais inadéquat, parce qu'il est pressé. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on se rappelle d'une chose, c'est qu'en même temps qu'il est désir, le sujet est intelligence Et liberté. et liberté. Donc, le désir, qui est réflexion, il peut se reprendre et dire, ah ben non, pas n'importe quoi. Je vais chez l'épicier, quand même, pas n'importe quoi. Pas n'importe quel vin. Et alors, attendez, Réflexion. pardon de quitter le domaine du vin pour revenir à l'amour, mais est-ce la raison pour laquelle vous brisez l'éloge de la monogamie en disant l'une des raisons pour lesquelles le mariage échoue, bah, c'est l'obsession de la monogamie? Ah oui, oui, ça, la monogamie, vous savez bien que c'est loué par tout le monde et vécu par personne. Soyons C'est pas clairs. entièrement faux non plus. Soyons C'est vrai. clairs, il faut une vraie philosophie de la joie. Dans la philosophie de la joie,
il y a forcément la réciprocité et donc l'amour. Mais qu'est-ce que c'est l'amour? L'amour est un mouvement précis de reconnaissance d'une personne précise. Reconnaissance de son être de sujet, elle est libre et indépendante, et de sa personnalité tout à fait singulière. Elle est ceci et non pas cela. Aimer, c'est admirer. Admirer, c'est pas admirer dans le vide, je ne sais pas pourquoi je suis amoureux, c'est des histoires tout ça. Aimer, c'est reconnaître, c'est admirer. C'est admirer pour une certaine raison, pour certaines raisons. Et à ce moment-là, c'est la reconnaissance de l'amour dans sa plénitude. L'amour a un sens à la condition que on ait affirmé la réciprocité totale, on ait affirmé la spécificité totale de chacun des êtres rencontrés. Voilà pourquoi, puisque je reconnais la spécificité, j'aime une telle parce qu'elle est ainsi, ou plus précisément, parce qu'elle s'est choisie ainsi. Mais pourquoi est-ce que je n'aimerais pas une autre telle qui a un autre choix que la précédente? Ah bah oui. Les femmes sont... Imaginez, pensez, on va nommer personne, mais imaginez que je tombe amoureux d'une femme qui serait vraiment très active en politique et qui aurait un visage de Madone. Voilà. Quand même. Est-ce que je vais m'interdire, moi, un jour où je rencontre une femme au regard langoureux, si vous saviez, active, une journaliste absolument remarquable, est-ce que je vais me priver de l'aimer? Et puis un beau jour, ensuite, je rencontre une vraie déesse grecque qui a un don vraiment tout à fait extraordinaire. Est-ce que je vais me priver? Ah oui, mais vous allez les faire souffrir. Mais alors, elles ont à faire un travail. Elles ont à faire le même travail que moi je fais, auquel enfin je viens. Nous sommes libres, mais si on laisse aller les choses ou n'importe comment, alors on arrive au n'importe quoi. Nous sommes libres et réflexifs. Opérons une conversion. Les 3 femmes que j'ai indiquées doivent opérer une conversion. Moi, je dois opérer une conversion. Tout le monde dit fin de la compétition, fin de la jalousie. Mais comment on fait? Il faut bien rappeler qu'on est devant un sujet libre qui peut renverser les propositions. Nous pouvons renverser notre vision du monde. Oui. Changer de regard sur l'amour. Changer de regard. Respecter totalement, mais totalement, pas un petit peu, pas seulement quand il me regarde. Respecter totalement l'autre, ses buts, ses vues, ses créations. Tout le monde est créateur. Pourquoi ne pas admirer tout le monde? Maintenant, une nouvelle question. Oui, mais pourquoi tout ça? Pourquoi un amour ouvert et multiple et éclairé et converti? Pourquoi? Pour la réussite de la signification de l'existence. Qu'on le veuille ou non, on est amené à la philosophie. Tant pis pour ceux qui disent les philosophes font des abstractions. Ah bah c'est pas le cas. Là, on a parfaitement compris de quoi et de qui vous parliez. De nous. De vous. Ben oui. De vous tous. La philosophie, à quoi ça sert? Je renvoie. En réalité, dès que vous commencez à réfléchir, à faire une ou deux phrases qui se tiennent, vous commencez à mettre sur pied une réflexion sur le réel. Nous savons bien qu'ici, nous sommes en présence de choses matérielles. Une table, une chaise, un mur, un décor. Un décor, c'est-à-dire de choses matérielles, du ciment, du bois, du verre, qui n'ont pas de sens en soi. Et tout de suite, nous sommes créateurs tous. En tout cas, nous en faisons un décor. Si je peux me permettre, Robert Misrahi, grâce au fait que je vous ai écouté, je peux maintenant répondre de manière très charnelle à la question de Roger Poldroy. Ce que je ferai dans cette heure-là, je vais vous dire de manière très simple, je ferai une omelette au cèpe à la charentaise, accompagnée d'un château carbonieux par exemple, et en lisant quelques pages du livre de Ramon Gomez de la Serna sur les seins des femmes. Pas mal. Je crois que voilà ça qui résume parfaitement la première partie de cette émission. Voilà. Mon cher Robert Misrahi, oui, la vitesse, vous le disiez. Je sais bien que je vais m'arrêter tout de suite, mais en indiquant que je suis qu'au début du commencement. Oui. Alors je vous propose une chose, mon cher Robert, parce qu'on vous écouterait pendant des heures.
Et vous le Ben savez oui, bien, c'est ce que je vous le souhaite. savez bien, on l'a déjà fait, vous et moi, ailleurs, en d'autres temps, en d'autres lieux. Oui, oui, je C'est de plaisante. renvoyer le téléspectateur à ce petit livre, car tout est expliqué, tout est dit d'une manière claire, passionnante, en 120 pages. Le livre s'intitule « La joie d'amour pour une érotique du bonheur », préface de Michel Onfray, et c'est publié aux éditions Autrement. Alors, juste avant de donner la parole à Clément Rosset et de revenir sur les questions de la joie qui vous habitent, Clément Rosset, mais aussi de la lecture, du cinéma, de la littérature, à vos miscellanées, j'aimerais qu'on aille du côté de l'amour et du côté de la lecture dans une librairie. Vous savez que c'est une chose à laquelle on tient énormément dans cette émission, la défense et l'illustration des librairies. Il y a une librairie formidable dans le 5e à Paris qui s'appelle L'Amour du Noir. Science-fiction, polar, d'autres façons de parler d'amour. Regardez ce qu'on y trouve. À quelques mètres de Notre-Dame, Bernard Terrade, bouquiniste depuis 20 ans, fait partie de la carte postale parisienne. Il est connu des habitués des quais de Seine pour ses trouvailles dans le registre du polar, de la science-fiction et du cinéma. Des livres d'occasion pour la plupart épuisés. C'est ma boîte préférée ici parce que c'est là que je peux exposer tous ces gens qui avaient un talent magnifique pour faire vraiment des illustrations chocs. Et je me régale de voir ça. C'est juste pour le plaisir des yeux. Malgré ces 4 boîtes, Bernard Terrade se sent vite à l'étroit. Il ouvre alors une librairie, à quelques mètres de là, L'Amour du Noir. C'était il y a 12 ans et son problème d'espace n'est toujours pas résolu. Ça, c'est l'étagère du sol, ça s'appelle. Parce qu'on manque cruellement de place dans cette librairie, mais ça serait partout ailleurs pareil. Et ça s'appelle la boulimie du bouquiniste. Et sur les 15 000 livres en rayon, il en est un qui l'a profondément marqué. La peur au ventre de Stanley Hellin, publié en français en 1949. Ça raconte l'histoire d'un enfant qui est témoin de scènes de violence envers son père. Et tout le livre part sur cette histoire-là, sur cette scène où cet enfant subit une souffrance énorme, une souffrance psychologique énorme. Il n'y a pas de vol, il n'y a pas de casse, il n'y a pas de bandit. Tout est dans le cerveau de ce gamin, c'est-à-dire qu'il revoit cette scène, il la revit en permanence, il en fait des cauchemars. C'est quelque chose qui pourrait être presque schizophrénique. Ce livre, je l'ai lu, ça fait plus de 30 ans. Et je ne l'ai encore pas oublié. Ça s'appelle La peur au ventre. Un libraire qui parle formidablement bien de ce qu'est la lecture. Et il y a quelqu'un qui écrit beaucoup et très bien sur la lecture, c'est vous, Clément Rosset. Le livre Faits divers, qui paraît aux presses universitaires de France, est paru à l'automne dernier. Mais je voulais absolument que vous soyez là ce soir pour pouvoir discuter un petit peu avec vous de ces miscellanées rossettiennes, parce qu'il y a des choses étonnantes. On parle de Schopenhauer, mais aussi des vampires. Vous nous parlez des dandys et de Casanova. Vous nous parlez surtout de la philosophie et de la joie. Clément Rosset. Ce livre est assez tonique. Il y a des passages parfois très drôles, notamment votre correspondance avec Sioran. Est-ce que cet humour, cette manière de tenir à distance aussi un petit peu l'esprit de sérieux qu'on retrouve souvent chez les philosophes, faites-vous un philosophe des marges, un philosophe marginal? Comment vous situez-vous par rapport à vos confrères universitaires, souvent? Universitaires, j'ai surtout les universitaires qui m'ont situé un peu dans les... Ce sont eux qui vous ont mis dans les marges? Oui, les rapports, c'est pas toujours très commun, mais il y a des... J'en ai reconnu, Jean Kadevich, Gougier et bien d'autres. Je n'ai pas eu que de mauvais rapports. Mais ce que je voudrais dire, c'est que j'ai beaucoup de peine à apporter mon attention sur des problèmes d'actualité, sur les faits divers, quelles que soient les catastrophes ou les réjouissances les plus immenses. Ça sera toujours pour moi, excusez ma brutalité, ça sera toujours du secondaire. Oui. Enfin, pour être encore plus brutal et plus clair, vous vous en foutez de l'actualité. Écoutez, j'ai été professeur au Québec, coopération, j'avais 25 ans, et j'avais un étudiant québécois qui était au fond de la classe, qui suait, qui angoissait,
il était mal dans sa peau. Mais je ne savais pas du tout pourquoi, il me disait rien. Toujours à souffler. Oui. Et puis à la fin de l'année, il vient vers moi, il laisse partir mes autres étudiants, et il me met une bouteille de vin, un bon vin. C'était peut-être pas un château carbonieux, mais c'était tout de même un très bon vin. Et au Canada, ça n'a pas de prix. Et alors, je le remercie infiniment. Et je lui dis, bon, mais pourquoi enfin, la raison de ce cadeau? Ah, mais c'est que je n'essaye plus de prendre l'accent québécois. Je le prenais admirablement, mais maintenant c'est trop loin. Mais je vous dois beaucoup, je vous voulais beaucoup, et pourquoi pas. Et j'étais toujours anxieux, inquiet, vous pouvez pas. Alors, et de citer un petit peu tous les tsunamis, tous les malheurs qui fondent sur le monde. Et puis aussi des malheurs privés. Je vais peut-être tomber malade. Ma fiancée, qu'est-ce que je sais qu'elle ne va pas me quitter demain? Et je lui dis, eh bien, ah bon, et maintenant ça va mieux, quoi. Ah oui, ça c'est grâce à vous qu'il me dit. Parce que maintenant, je me fous de tout. Donc, alors, je me fous de tout. C'était la maxime de Stendhal, ça, se foutre carrément de tout. Je reconnais l'immensité de l'importance de tous les malheurs, tous les immenses malheurs. Mais en priorité, je m'intéresse à ce qui est pour moi l'essentiel. Mais l'essentiel, c'est tout de même effectivement le problème de la réalité et le comportement ce que peut en faire, ce qu'on peut faire du réel, c'est-à-dire commander entièrement et jouissif et en jouir, comme me disait M. Misrahi. Et ceci m'amènerait presque dans un chemin, je raconte ça aussi dans le livre d'ailleurs, d'être apparemment monstre, si vous voulez. Monstre comme l'est par exemple James Joyce. C'est raconté par Beckett qui l'a raconté à Sioran. Deux grands optimistes. Beckett et Sioran. Je vois ce que vous voulez dire, mais je crois que le pire, c'était Sioran. Il riait beaucoup. Votre correspondance avec Sioran est extraordinaire. Si je peux me permettre, il y a une lettre formidable. Extraordinaire. Que j'ai trouvée formidable. Et sa réponse aussi. À un moment donné, vous écrivez à Sioran parce que vous êtes embarrassé. Vous avez donné une interview au Monde et le journaliste a mal interprété vos propos et vous fait dire du mal de Sioran. Alors vous écrivez à Sioran en disant mes propos ont été mal interprétés, etc. Et Sioran vous répond une réponse admirable. Il vous dit mais moi j'ai pour principe de ne jamais donner d'interview dans un journal de mon pays parce que c'est toujours déformé. Je ne donne des interviews qu'à l'étranger, précisément en Mongolie extérieure. Oui. La Mongolie de préférence. Spécialement la Mongolie et de préférence extérieure. C'est magnifique. Mais c'est l'histoire que je voulais vous raconter, c'est que Sioran a entendu la bouche de Beckett lui dire « Vous ne savez pas, Sioran, vous ne savez pas ce qu'est l'indifférence de James Joyce à ce que j'appelle l'anecdotique, même si c'est une catastrophe effroyable ou un bonheur admirable. Joyce me disait, donc Beckett à Sioran, n'aurait pas fait de différence entre la chute d'une feuille morte et la chute d'une bombe. C'est un peu dans cette optique-là que... C'est difficile à faire comprendre aux Syriens en ce moment. Enfin, ça, aux Syriens. Mais attendez, on ne va pas lancer Jean-Claude Guibault. Ne lançons pas le sujet de vous dire, sur l'actualité. Je m'accorde avec absolument tout ce que vous dites. Simplement, je ne travaille pas dans pas le même étage du magasin. Ouais. Et vous le dites d'ailleurs, j'appartiens philosophiquement à une famille minoritaire. Oui, une famille, oui. Il y a une question que je voudrais vous poser, parce que vous la posez à vous-même en disant, Clément Rosset, c'est vrai qu'on dit toujours, comment êtes-vous devenu philosophe? Alors c'est la question qu'on pose à Robert Misrahi, à Roger Poldroy, éventuellement à Jean-Claude Guibault. Vous vous dites, c'est pas la bonne question. La vraie question, c'est pourquoi le suis-je resté? C'est vrai que j'ai envie de vous la reposer. Pourquoi êtes-vous resté philosophe? Oui, je sais pas. Hein. C'est parce que, bon, le plaisir de l'écriture, je crois. Le plaisir de... L'écriture. Parce que vous êtes un écrivain. Au moins autant qu'un philosophe. Pour moi, le travail d'écriture du mot et le travail de la réflexion sont non seulement, je dirais, 50%, 50%, mais je dirais même que c'est le même. Mais alors, quand Wittgenstein, si vous voulez, l'écriture, c'est... Le langage, c'est tout, à la fois la pensée et la façon de le dire.
Vous évoquiez à l'instant Sioran et Beckett et leur rencontre. Et évidemment, Sioran qui vous raconte tout cela. Il y a une chose qui est formidable aussi dans ce livre, c'est le passage où Sioran demande à Beckett « Pourquoi écrivez-vous » Et Beckett lui répond « Je ne sais pas, peut-être la joie. » Vous, Clément Rosset. Ils en étonnent, Sioran. Moi, je comprends ça tout à fait. Vous comprenez? Dans Beckett, vous écrivez dans la joie, vous qui parfois, oui. parfois vous écrivez sur la joie, et Oui. parfois c'est très sombre. Oui, mais c'est sombre comme toutes les horreurs. Mais mon atelier est situé il a une extraterritorialité, il fait que c'est la joie spinoziste, tout simplement. Spinoza, pour moi, c'est un petit peu une référence absolue, comme pour Robert Misraï. Alors, est-ce que je peux poser une question? Allez, très vite, on est à la fin de l'émission, ce sera la dernière question. C'est une question élémentaire, Clément Rosset. Comment est-ce que vous pouvez, comment vous faites pour éprouver de la joie dans le tragique? J'ai encore jamais compris depuis tant d'années. Je vous remercie. Vous imaginez un camp de concentration et puis des fusillades. Oui. Non, c'est-à-dire que... Et vous dites, joie, pourquoi pas? Le travail, c'est la liberté. Non, enfin, Oui, non, mais ce que vous dites surtout, c'est qu'il ne faut pas ôter le tragique, c'est ça? Je ne crois absolument pas à la liberté. Mais ce que je crois, en revanche, c'est qu'une joie qui ne tient pas compte de tout ce qu'il y a de tragique est une joie qui garde quelque chose d'illusoire. Et que, en ce sens, Nietzsche a eu raison de dire que le Dionysos, de la joie de vivre, est une joie qui est nécessairement tragique, qui compose avec le tragique. Je vais vous dire une chose, puisque vous en avez parlé. La joie et l'amour. L'amour et la joie, les deux mots sont dans votre titre. Mais pour Spinoza, l'affection fondamentale, c'est la joie. Qu'est-ce que c'est que l'amour? Formule encore plus belle que tout ce que vous avez dit. C'est la joie accompagnée de l'idée d'une cause extérieure. Et je crois tout à fait avec vous que le problème de Spinoza, c'est comment devenir sage et perdre des passions mauvaises et vivre la réalité de la manière la plus heureuse, finalement, malgré tout. Des astres. Et il est courant de dire, pas seulement par boutade, rassurez-vous, rassurez-vous, tout va mal. Fait divers, c'est le titre du livre de Clément Rosset qui vient de paraître il y a quelques mois aux éditions des Presses universitaires de France. Tout le monde peut le lire, on n'a pas besoin de prérequis philosophiques pour rentrer dedans. Il y a de très belles choses sur le cinéma notamment. Voilà, on arrive à la fin de cette émission. Vous avez compris que le débat était lancé, ça sert aussi à ça peut-être, la pensée, les idées, la philosophie, à créer du doute, à ébranler un peu les certitudes et puis à faire débattre des points de vue. Vous n'avez plus qu'à lire, mesdames et messieurs. Je rappelle les titres des ouvrages dont nous avons parlé. Si je n'avais plus qu'une heure à vivre, c'est le titre du nouveau livre de Roger Poldroy aux éditions Odile Jacob. Je n'ai plus peur, récit et essai de Jean-Claude Guillebaud. C'est aux éditions L'Iconoclaste. La joie d'amour pour une érotique du bonheur de Robert Misraï, donc chez Autrement. Et puis les faits divers de ce penseur qui ne s'intéresse pas du tout à l'actualité et qu'est Clément Rosset au PUF. On se retrouve la semaine prochaine avec de la littérature et des romancières et des romanciers qui sont les grandes héroïnes. Il y en a beaucoup dans cette rentrée littéraire de 2014. À la semaine prochaine, je vous souhaite de très belles lectures.